Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Il est midi passé de 3 minutes. C'est la grande interview politique d'Ecorama, donc tous les jours, du direct, vous le savez, à partir de midi, et du replay à partir de 14h. Votre invité aujourd'hui, Éric Coquerel, président de la France Insoumise de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama et en partenariat avec le magazine Le Point. Mon confrère Marc Vigneault du Point, il est là avec nous pour vous interroger. Bonjour Marc. Bonjour David, bonjour Monsieur Coquerel. Bon. Un petit mot quand même de ces recours en série au 49.3 par le gouvernement. Est-ce que, honnêtement, je sais qu'on est à l'antenne, mais quand même, ça ne signe pas un échec collectif? On voit chaque camp se rejette la responsabilité sur l'autre. Est-ce que ce n'est pas un échec collectif? Est-ce que chacun n'a pas sa part de responsabilité? Vous, le gouvernement, les oppositions. Est-ce un échec collectif, oui ou non? C'est d'abord un échec pour la démocratie. Parce que la caractéristique d'une Assemblée nationale, c'est qu'elle vote. Et qu'elle vote notamment le budget. À ma connaissance, je crois qu'on doit être une des seules démocraties au monde où on peut adopter un budget sans le vote des représentants nationaux de la nation, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un problème. Bon. Deuxièmement, la manière dont elle a été imposée, si vous voulez, le 49.3, grossièrement, dans la Ve République, en général, à quoi ça sert? Ça sert quand vous avez une majorité, mais vous avez une partie de la majorité qui, sur certains textes, est un peu récalcitrante. Donc vous mettez cette partie de la majorité devant ses responsabilités, grâce à ça. Bon, mais là, c'est pas ça. C'est parce que ce gouvernement est minoritaire. C'est ça le fait majeur. Et là, la manière dont il l'utilise, la manière dont en plus il le fait, j'allais dire, avec une espèce d'hypocrisie. Mais vous prenez quand même votre part de responsabilité là-dedans? Non. Quelle serait la responsabilité des oppositions, dites-moi? D'avoir cherché du compromis, d'avoir cherché la voie du compromis. Écoutez, les oppositions ont le droit de s'opposer. Enfin, il serait quand même paradoxal. On l'a entendu de la part du gouvernement, de dire à des oppositions, on veut bien débattre, à condition que, a priori, vous nous dites que vous êtes d'accord avec le budget. Ça n'existe pas. Éric Coquerel, il y a soit la possibilité d'une coalition à l'allemande, il y a un contrat de gouvernement, vous vous mettez d'accord avant avec le gouvernement, soit c'est un peu la configuration qu'il y a aujourd'hui, et soit vous trouvez une majorité alternative pour faire tomber le gouvernement et pour faire passer vos textes, soit il n'y a pas de majorité alternative, et alors c'est un outil constitutionnel qui existe, le 49.3. Oui, mais je ne dis pas qu'il n'existe pas, je dis que vous ne pouvez pas, à un moment donné, l'utiliser à répétition parce qu'en réalité, vous êtes minoritaire. Donc derrière ça, il y a une crise politique. Moi, je crois que le fait de l'avoir utilisé comme ça 2 fois en une semaine montre qu'il y a une crise politique. Et c'est quoi cette crise politique? C'est que ce gouvernement est minoritaire. Alors, à partir du moment où vous êtes minoritaire, vous avez plusieurs solutions. Vous faites, par exemple, ce qu'a fait le gouvernement cet été. Sans arrêt, ils nous ont dit, on va chercher des compromis. Alors certes, plus vers les Républicains que vers la NUPES, ça c'est sûr. Enfin, ils essayaient de le faire. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu l'abstention des Républicains sur le projet de loi de finances rectificative qui, du coup, est passé. Ouais. Mais il n'y a pas eu ça du tout. Oui, mais là, les oppositions annoncent que, par principe, surtout les Républicains, ne voteraient pas le budget parce que c'est trop symbolique. Ne voter le budget, ça serait faire partie de la majorité. Oui, mais écoutez bien ce qu'ont dit les Républicains. Voter pour le budget, c'est un problème. Mais ils auraient pu chercher l'abstention des Républicains. Ils ne l'ont pas cherché. C'est-à-dire que, ou ils auraient pu, pourquoi pas, chercher l'abstention de tel ou tel groupe. Il y a des groupes à l'Assemblée qui sont un peu des petits groupes charnières. On parle rarement. Par exemple, il y a le groupe Lyot, dans lequel il y a Charles de Courson, des centristes. Voilà, des centristes, etc. Bon, ils n'ont pas cherché, j'allais dire, à bouger suffisamment en profondeur leur budget. Et puis il y avait aussi une autre manière de rendre, entre guillemets, plus acceptable le 49.3. Par exemple, ça aurait été de dire, on va jusqu'à la fin des débats, c'est-à-dire on ouvre l'Assemblée si nécessaire, on arrête de faire traîner les débats, parce que je vous assure que ceux qui ont fait traîner le débat, par expérience, là c'est le gouvernement. Quand vous avez 10 ministres qui mettent 10 minutes pour répondre à des amendements, qui prennent tout leur temps, ça veut dire que vous les faites traîner. Et pourquoi ils les ont fait traîner? Parce qu'ils ne voulaient pas arriver sur les articles les plus importants, qui étaient notamment sur la taxation sur les superprofits, qui étaient sur la suppression de l'impôt sur la contribution de la valeur ajoutée des entreprises, qui étaient les collectivités territoriales, où ils se savaient en minorité fortement. Donc ils n'ont pas voulu aller jusqu'à là. Ils auraient pu dire on va jusqu'à là, et puis à la fin, on propose un 49.3, mais pourquoi pas en retenant les amendements votés. Certes, ça aurait beaucoup bougé leur budget, mais au moins, on aurait eu
un gouvernement qui aurait tenu compte de ce qui se passait à l'Assemblée. Vous savez très bien que les oppositions votent des amendements parce qu'ils savent très bien que derrière, il y aura le 49.3, donc c'est l'occasion d'envoyer des symboles et de faire, comme de toute façon, vous n'êtes pas le responsable du texte qui sort au final, ça encourage les oppositions Croyez-vous que les oppositions votent uniquement pour ça, les amendements? Non. Peut-être penser aussi que les oppositions votent des amendements parce qu'ils pensent que ces amendements sont bons. Vous avez vu, Marine Le Pen dit, elle, moi ça ne me choque pas tellement le 49.3, le gouvernement aurait juste dû être plus clair et le dégainer dès le début du débat, parce que là c'est une mascarade de débat. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, déjà, ce n'est pas très étonnant, parce qu'à l'inverse de nous, Madame Le Pen est à fond pour la Ve République, et le côté potentiellement autoritaire de la Ve République, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne la dérange pas. Bon, voilà, nous, on est pour une Sixième République, on pense que le Parlement doit plus être au centre du jeu démocratique, et voilà, c'est ce qui nous sépare. Maintenant, là où elle a raison sur un point, mais nous on l'a dit, c'est qu'il y avait deux solutions à faire. Soit il fallait le faire dès le départ, on l'aurait contesté, mais le gouvernement aurait été en sa logique, soit, comme je vous dis, il fallait au moins que le gouvernement accepte d'aller jusqu'à la fin des débats. Ça nous menait quand? Comment? Ça nous menait quand? Déjà, ça nous aurait mené pas si loin que ça si le gouvernement avait pas fait traîner un peu les débats en longueur. Et puis, on aurait pu prolonger de 2-3 jours, on aurait pu ouvrir le week-end. Le gouvernement n'a pas souhaité ouvrir le week-end, par exemple, les débats à l'Assemblée. Or, ils l'ont déjà fait par rapport à des projets de loi de passé où là, ils voulaient passer le plus rapidement possible. Donc, ils n'ont pas voulu aborder les débats les plus intéressants. Vous avez dit récemment ne pas bien voir comment la Première ministre Elisabeth Borne pourrait tenir très longtemps. Ce sont vos mots. C'est-à-dire, quelle conclusion en tirer s'il n'y a pas de majorité, qu'à chaque fois, il faut l'abstention des Républicains? Est-ce que ça se finit par une dissolution? Est-ce que c'est votre Moi, je pense que si à terme, ils n'arrivent pas à trouver une coalition, ça se terminera comme ça, oui. Pour une bonne raison, d'ailleurs. C'est que là, ils peuvent utiliser le 49.3 quasiment autant qu'ils veulent dans la question budgétaire. Ouais. Mais aussitôt qu'on va avoir des lois, ils ne pourront pas l'appliquer. Demain, par exemple, à l'Assemblée nationale, ils vont être minoritaires sur un texte qui est la loi de programmation pluriannuelle. Si les oppositions font ce qu'elles ont fait dans le débat, ils vont être minoritaires, ils vont perdre. Alors, ça n'aura pas de conséquences concrètes, mais n'empêche, politiquement, c'est quand même un problème pour que le gouvernement n'arrive pas à faire passer ce qu'il estime nécessaire pour le budget sur 5 ans. Vous la souhaitez, cette dissolution? Nous, elle ne nous pose pas de problème. Elle ne nous pose pas de problème parce qu'on est prêt à revenir devant les Français. Maintenant, la question qui se pose plutôt, c'est au-delà de la dissolution et l'idée que c'est finalement l'Assemblée sur lesquelles reviendrait la responsabilité de la politique menée. Moi, je pense que celui qui a aujourd'hui un problème de légitimité, non pas lui de sa personne, il a été élu, je ne remets pas en question la légitimité d'Emmanuel Macron, mais sur le programme qu'il veut appliquer, c'est plutôt de son côté qu'il faudrait voir les choses. Est-ce que vous êtes prêt à voter une motion de censure qui ne viendrait pas de vous ou au contraire, est-ce que vous appelez les autres oppositions à voter votre motion de censure et faire une alliance peut-être un peu contre nature pour faire tomber le gouvernement? Alors déjà, puisque c'est un gouvernement minoritaire. Voilà, une motion de censure, ce n'est pas une alliance. C'est qu'à un moment donné, c'est l'outil qu'on a dans cette... Chacun sa motion de censure aujourd'hui. Hein. Oui, pour l'instant, oui. C'est l'outil qu'on a pour, à un moment donné, dire non. Nous rejetons ce que vous nous proposez. Donc c'est quelque chose qui, évidemment, est problématique. Moi, la motion de censure, elle est pas sur... elle ressemble de ce point de vue-là un peu, parfois, à un deuxième tour d'élection présidentielle. Deuxième tour d'élection présidentielle, Emmanuel Macron a appelé à voter pour lui, contrairement à ce qu'il dit maintenant, non pas pour son programme, mais plutôt pour battre Marine Le Pen. Et c'est là-dessus qu'il comptait pour être élu. Une motion de censure, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire, vous comptez sur des voix pour, atteindre le même objectif, c'est-à-dire que ce gouvernement ne puisse plus appliquer sa politique, et on sait bien que ces voix peuvent être divergentes. Donc voilà, c'est un exercice politique parfois compliqué. Pour vous répondre très clairement aujourd'hui, parce que c'est ça concrètement, voter par exemple, pour moi, une motion de censure du RN, pour l'instant, je n'en suis pas là et je pense que je n'en serai pas là. Vous, c'est à titre personnel ou non, c'est l'ensemble entre les En tout cas, moi, c'est à titre personnel, dans le débat actuel, qui ne se pose pas, puisque de toute façon, là, les deux motions de censure, le RN a dit qu'il ne voterait pas la nôtre. Bon, donc là, concrètement, ça se pose pas. Les lignes pourraient bouger. Les lignes pourraient bouger, mais pour l'instant, si vous voulez, pour l'instant, la ligne qui fait en sorte que nous ne votons pas un texte qui vient du RN parce que nous continuons à considérer que c'est un parti pas comme les autres, qui n'est pas dans l'arc républicain. Ça reste majoritaire à LFI ? En tout cas, ça reste très majoritaire dans la NUPES, oui. Et donc, les débats existent. Le débat existe pas pour des problèmes
stratégique, non pas parce que quelqu'un estimerait que quelque part le RN est devenu plus tolérable, si vous voulez. C'est pas du tout la position, mais simplement sur le problème tactique de savoir comment on peut faire. Et je trouve que c'est pas anormal que le débat ait lieu. Moi, je regarde un peu ce qui s'est passé en Italie. Madame Meloni, qui est banalisée par les partis de droite qui lui font la courte échelle. Je n'ai pas envie qu'on arrive à ça en France avec l'extrême droite. Donc, je pense qu'on n'a pas, nous, à le commencer. Ça serait plus facile de voter une éventuelle motion de censure LR? Oui, je pense. Vous savez, la question... Oui. Parce que nous, même si LR, de temps en temps, malheureusement, fait un peu une espèce de courte échalote à droite avec le RN, n'empêche, pour nous, c'est pas la même nature de parti. Est-ce que ça aurait changé l'équation, Éric Coquerel, si le gouvernement avait retenu certains de vos amendements? Il en a retenu, mais pas suffisamment. Ils étaient trop symboliques et pas assez... c'est clair que s'ils avaient retenu à la fin une grande partie des amendements... Non, mais pas une grande partie, mais quelques-uns. Non, enfin oui, mais s'ils avaient retenu... Quoi, par exemple? Si par exemple, l'amendement sur les on venait à rétablir l'ISF en le rendant progressif, on en finissait avec la flat tax, on en finissait avec les cadeaux aux entreprises sans condition, on mettait le 30 milliards de plus dans la bifurcation. Pas tout le programme de la NUPES. Non, pas tout. Vous me demandez les éléments structurants. Ouais. Si par exemple on partait, nous c'est ce qu'on met dans notre document qu'on a fait au nom de la NUPES. On dit aujourd'hui il faut partir des besoins et à partir des besoins déterminer quelles sont les recettes. Voilà, ce qui est exactement l'affaire de ce que fait le gouvernement. Le gouvernement, il part de la baisse d'une politique de l'offre et de la compétitivité, et à partir de là, il regarde ce qui reste pour les besoins. Bon. Si le gouvernement acceptait de changer d'idée, ce qui pour la question, au nom de la question écologique et sociale serait absolument indispensable, et du coup, à partir de là, découlait que peut-être qu'il faudrait aller chercher des recettes du côté des revenus du capital qui ont été favorisés depuis des années, Éric Coquerel, excusez-moi, peut-être qu'on aurait pu, mais je me permets de vous interrompre. Mais du coup, vous êtes en train de nous expliquer qu'il aurait fallu qu'il renverse totalement sa politique pour que vous acceptiez de voter ce budget. Donc c'est le jeu des amendements, c'est quand même... on voit bien qu'il y a quelque chose de théâtral. Hein. Je réponds oui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, là je parle d'un point de vue strictement politique au sens étroit du terme, j'ai tendance à penser que s'ils avaient eu un compromis à faire, vu que c'est un gouvernement de droite, ils auraient plutôt dû aller vers les Républicains que vers nous. C'est une chose que j'observe, c'est tout, parce que nous, je pense qu'on est la seule opposition systémique à ce gouvernement, voilà, où on n'est pas d'accord avec la logique politique. Même le Rassemblement national ne pose pas de questions en réalité sur la politique de l'offre, de la compétitivité, n'est pas pour augmenter les salaires, etc., etc. Donc c'est le même, alors que nous, on est vraiment sur une logique inverse. Alors sur le fond, il y a quand même une taxe qui n'est pas forcément présentée comme telle, mais pour capter la rente des producteurs d'électricité qui produisent à des coûts inférieurs au prix du marché. Donc il y a quand même 27 milliards de recettes au final qui sont prévues là-dessus. Ça ne vous suffit pas pour financer vos politiques? Est-ce qu'il faut, vous prévoyez quand même des sommes, hein, j'ai la liste là dans votre contre-budget, qui sont quand même incroyables. En une année, hein, la première année, ce n'est pas des montées en charge progressives, hein, c'est 15 milliards sur l'ISF. La fiscalité de l'héritage, dès 2023, 17 milliards. Instaurer un impôt universel pour les entreprises, 25 milliards. On se demande comment vous allez faire. On se dit là, effectivement, vos dépenses, qui sont de plus de 100 milliards d'euros, sont financées par des recettes. Mais un impôt universel sur les entreprises, alors que les négociations sont en cours à l'OCDE pour générer des recettes qui sont bien moins importantes, déjà, on n'y arrive pas. On se demande comment on va générer 25 milliards de recettes d'une année sur l'autre, comme ça, par miracle. Je vais vous répondre. De la même manière que par miracle, on a baissé de 5 milliards les recettes en supprimant l'ISF et le flat tax. On l'a fait. D'accord ? L'État a décidé de le faire. Donc c'est une question politique, une question de volonté. Alors maintenant, je vous réponds sur les différents éléments. Si on prend l'ISF que l'on propose, par exemple, c'est un ISF qui serait progressif, c'est-à-dire qui serait, entre guillemets, plus juste et qui ferait en sorte de prendre moins proportionnellement aux gens petitement riches, on va dire, et plus aux gens très riches. Bon. Et en plus avec une dimension écologique, et effectivement, et d'ailleurs, vous remarquerez que dans notre campagne présidentielle, au moins que l'on nous reconnaisse ça, on a été les seuls, là je parle c'était inspiré des travaux de France Insoumise, à avoir des explications très détaillées sur les budgets. Ça rapporte 15 milliards. Yannick Jadot aussi avait ça dans son programme, on l'avait reçu ici. Oui, oui, très bien, il a pris un ISF écologique, pas progressif je crois, mais on a croisé les deux, c'est parfait. Ça fait 15 milliards, donc voilà, ça fait ça. L'impôt universel, vous le savez comme moi, c'est un économiste qui s'appelle Gabriel Zucman qui a travaillé là-dessus, qui consiste
Et c'est à mon avis indispensable si on veut faire en sorte que, par exemple, on arrête qu'une entreprise comme Total, qui fait un quart de son chiffre d'affaires en France, on arrive à expliquer qu'elle paye 0 impôt sur les sociétés en France. Donc on part des chiffres, de la pourcentage de chiffre d'affaires qu'une société fait dans un pays, et on regarde les bénéfices qui sont déclarés, et s'il y a une trop grande différence, eh bien on rétablit en gros ces impôts. Et ça, effectivement, les calculs sont très précis, ça rapporte 25 milliards. Et si la raison pour laquelle, je finis là-dessus, parce que vous avez posé la question, je tiens à répondre dans le détail, c'est pas très grave si on est les seuls à le faire. Et je pense qu'on sera assez imité. Vous avez remarqué une chose, c'est que si on en est venu à une taxation sur les énergéticiens qui ne rapporte pas, contrairement à ce que vous avez dit, 27 milliards, parce que je vous rappelle que cette taxation existait déjà sur les énergies renouvelables, donc elle rapportait déjà considérablement. Elle s'est mise à rapporter à partir du moment où les prix d'énergie sont supérieurs. Elle existait déjà. Celle qui a été rajoutée vis-à-vis du carbone, c'est une manière beaucoup moins importante que ça au niveau de ce qu'elle rapporte. Mais nous, on la votera, il n'y a pas de souci. On dit qu'elle est insuffisante parce que, par exemple, elle laisse de côté Total en France, qui ne déclare pas de bénéfices. Donc on a cherché comment on pouvait la compléter. Alors il y a l'amendement Mattei, du MoDem. Qu'on peut expliquer peut-être. Alors je vous explique. L'idée de l'amendement Mattei, c'est de dire, voilà, il y a des super profits, mais le problème des super profits, c'est surtout ce qu'on en fait. Donc il faut taxer les entreprises en fonction des dividendes. Voilà. On regarde les entreprises qui ont fait beaucoup plus de dividendes. Et pourquoi pas l'impôt sur les sociétés? Parce que derrière, l'idée, c'est de pousser à plus d'investissements. L'idée, c'est de dire, il y a des profits, bon, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, il faut que les profits servent plutôt l'investissement que les dividendes. Donc les entreprises c'est ça la philosophie qui est sous-jacente. C'est ça. Donc les entreprises qui choisissent de surpayer la rente capitaliste pour aller vite par rapport à une période donnée sont taxées. Alors il y a la solution Mattei qu'on a votée, qui n'est pas à mon avis la meilleure, hein, mais vous l'avez voté. Le mérite. 35% de prélèvement libertaire forfaitaire au lieu de 30%. Voilà. Nous, on en avait une autre, mais qu'on n'a pas eu le temps de débattre, qui était, à mon avis, plus intéressante, si je peux me permettre, qui était de dire, on ne taxe pas les dividendes elles-mêmes, mais on regarde le volume des dividendes, d'accord ? Et en fonction de ça, on taxe l'entreprise. C'est-à-dire une entreprise qui choisit, par exemple, de verser 25% de plus de dividendes par rapport à la période d'avant-crise Covid, eh bien, elle est taxée en fonction de ce volume, et c'est elle qui est taxée, pas les gens qui ont les dividendes. J'ai un confrère qui a écrit un article sur votre... Je suis rentré dans le détail, parce que je sais qu'ici, on peut le faire. Vous avez raison. J'ai un collègue qui a écrit un article en partie sur votre contre-budget, et il explique qu'au départ, vous vouliez, vous, à la France Insoumise, 250 milliards de nouvelles dépenses, et puis c'est le Parti Socialiste qui vous a dit, non, nous, on ne pourra pas aller plus loin que 100 milliards de dépenses nouvelles. Alors, est-ce qu'il y a des divergences à l'intérieur de la NUPES et par exemple, vous, il paraît que vous étiez favorable, est-ce que vous pouvez nous le confirmer, à un impôt sur la fortune qui aurait démarré à partir de 4 millions d'euros pardon, à partir 400 000 euros de patrimoine. Ouais, mais ça a été, excusez-moi, mais ça a été caricaturé, parce qu'en fait, c'est un impôt sur... en fait, pour aller vite, exactement comme sur l'impôt sur le revenu. Je vous explique. On propose un impôt sur le revenu de 14 tranches, qui permet, j'allais dire, d'être plus juste et que ça repose moins sur les classes moyennes comme aujourd'hui. Par contre, l'impôt sur le revenu, on pense qu'il est bien que tout le monde participe. Donc même les revenus très faibles, on proposait une certaine imposition. Elle était presque symbolique, mais on proposait une certaine imposition de façon à se lisser sur les 14 tranches et faire en sorte qu'à la fin, ceux qui aujourd'hui s'en sortent le mieux payent plus d'impôts. C'était pareil sur l'impôt sur l'héritage, c'est-à-dire qu'on... Vous preniez tout à partir de combien? En fait, attendez, on prenait déjà... à partir de 400 000, effectivement, contrairement à ce qui est fait aujourd'hui, on taxait, sauf qu'on taxait au-dessus de 400 000. Autrement dit, par exemple, vous aviez 500 000 euros, vous étiez taxé sur 100 000 euros à hauteur de 0,1, ce qui revenait à peu près à 100 euros de plus par an. Quand on a un appartement à Paris à 500 000 euros, voilà, mais ça veut dire qu'on est taxé. Ok, mais 100 euros de plus par an, c'est pas insupportable. Et si vous aviez 400 000 et 1 euro, bah vous étiez taxé à 0,1% du 1 euro. Je rétablis parce qu'on avait l'impression qu'on taxait de la même manière. Et à la fin, c'était effectivement progressif, jusqu'à, je n'ai plus le chiffre exact de taxation, mais qui était assez important pour les plus hauts revenus et qui rendait ça plus juste et notamment qui rapportait les 15 milliards. Je réponds juste à la question, non, il n'y a pas une telle différenciation avec le Parti Socialiste, c'était dans les discussions. Y compris sur les dépenses, sur l'ensemble de dépenses. Non, on était, je ne me rappelle plus, j'ai plus le chiffre exact, mais on a eu une discussion ensemble, moi ça me va très bien, à partir du moment où c'est une discussion qui permet quand même
que toute la NUPES dans son ensemble propose un budget de rupture qui part des besoins et qui se fixe le fait de retaxer notamment les revenus du capital et autres, ce qui n'est pas tout à fait le social-libéralisme vu par François Hollande, moi ça me va très bien. Avant, une question juste, combien les recettes fiscales en tout dans ce contre-budget de la NUPES? Eh ben, je vais vous dire exactement 135 milliards pour 100 milliards de dépenses. 135 milliards, c'est donc... En 2023, et sur 5 ans, 675 milliards. 5 points de PIB. Autant Emmanuel Macron est très clair quand il dit qu'il ne veut pas que les impôts augmentent, autant vous assumez d'augmenter massivement, même si c'est réparti, vous expliquez que c'est réparti sur les plus riches, etc., que c'est comme un choc fiscal inédit de 5 ou 6 points de PIB que vous assumez. Oui, mais bien non. On n'augmente pas les impôts globalement. Parce que, par exemple, dans le plan que nous avons fait, quelqu'un qui gagne 4 000 euros, en dessous de 4 000 euros, s'en sort mieux qu'aujourd'hui. Donc jusqu'à 4 000 euros, mais on est tranquille. Avec la NUPES et le contre-budget, en tout cas, vous payez moins qu'aujourd'hui d'impôts. Par contre, plus vous allez gagner de l'argent, plus vous allez payer d'impôts, de façon un peu à rétablir ce qui existait comme dans ce pays il y a une trentaine d'années et qui ne scandalisait personne. Bon, le fait est, c'est que sous Macron, rien que ça, c'est-à-dire revenir à ce qu'a fait Emmanuel Macron, la fiscalité a avantagé les plus riches, et pas n'importe quel plus riche, souvent les plus riches détenteurs de capitaux. Et là-dessus, il faut revenir. Mais pour une bonne raison, c'est qu'on a besoin de recettes. Je voudrais quand même insister là-dessus. C'est-à-dire que la question peut être la redistribution, mais la question, c'est aussi qu'on a besoin de recettes. Enfin, on est déjà le pays le plus imposé du monde. Oui, mais on est aussi le pays qui reverse le plus aux entreprises d'Europe, par exemple. Oui, à hauteur de 160 milliards. Parce que leurs impôts sont supérieurs à ceux de leurs voisins. Oui, parce il faut, quand on cite ce chiffre, il faut... les deux chiffres. Oui, mais d'accord, mais la Direction générale des entreprises a produit des chiffres qui montrent que même avec les subventions reversées aux entreprises, les subventions d'exploitation, les entreprises françaises restent parmi les plus imposées de toute l'Europe. On est aussi un des seuls pays qui marquons liberté, égalité, fraternité sur ses mairies. Donc j'assume le fait que... et je me réjouis du fait que pendant très longtemps, malheureusement c'est en train, avec la politique de Macron, c'est malheureusement en train de s'affaiblir, mais pendant très longtemps, dans cette espèce de course à l'accumulation des richesses qu'on a connues dans le monde, la France était un peu à la traîne par rapport à d'autres pays. J'en suis ravi, personnellement, parce que ça permet de payer les services publics, ça permet de payer une protection sociale pour tous. Est-ce que vous êtes d'accord que les inégalités en France sont plus contenues que dans d'autres pays européens, qu'elles ne sont pas vraiment en augmentation et que le taux de pauvreté, par exemple, même en 2020, l'INSEE a confirmé que le taux de pauvreté n'avait pas augmenté malgré la crise sanitaire. Attendez, j'ai plus le chiffre exact desquels, mais vous savez comme moi qu'aujourd'hui, vous avez 5 personnes qui possèdent l'équivalent, en France, du patrimoine de 27 autres millions de leurs concitoyens, et que les plus grandes fortunes de France ont vu leur revenu augmenter de 500 milliards à 1000 milliards sous Macron. Donc je vous assure que les explosions absolument... Ces chiffres-là ne sont plus valables puisque la bourse s'est effondrée, et donc en fait ces fortunes qui sont quand même grosso modo assez fictif, parce que vous comptez un patrimoine boursier. Comment ça elle s'est effondrée? Vous croyez qu'à la fin de l'année, les dividendes ne vont pas exploser des entreprises qui là, on parle par rapport à l'an dernier? C'est pas la question des dividendes. Là, vous comptez les cours boursiers. Là, la bourse va moins bien, même si c'est pas le mot effondrement n'est peut-être pas exact, mais la bourse va beaucoup moins bien. Donc ces chiffres en fait varient en fonction de la bourse. L'important, c'est quand on a vendu, quand on dispose de l'argent. On verra l'année prochaine les chiffres des accumulations de richesses. Moi, ce que je constate, c'est que le PDG de Total s'augmente de 52% sur un an. Alors, il a montré, 6 millions d'euros plus 1 million de dividendes, pendant que ses salariés, ils rechignent à les augmenter à 10%. Donc, ça m'étonnerait que les... Attendez, laissez-moi terminer. Ça m'étonnerait que les inégalités dans les entreprises entre les différents salaires et revenus et les inégalités en France, puisque vous savez comme moi que le pouvoir d'achat est annoncé en baisse l'an prochain, ça m'étonnerait qu'en France, elle n'augmente pas. Je pense même que c'est considérablement l'inverse. Le PDG de Total est extrêmement bien payé. On peut contester ses niveaux de salaire, mais la hausse que vous calculez est par rapport à une année où la rémunération avait beaucoup baissé, puisqu'elle est liée aux résultats. D'accord. Et donc les salaires, ça n'aurait pas dû avoir lieu avec l'inflation qui augmente? Bien sûr. D'accord, on est d'accord. Justement. Mais les salaires, par contre, on rechigne à les augmenter à 10%. Il y a eu un accord chez Total, Énergie, CFDT, CFE-CGC, signé avec la direction, 7% de hausse de la masse salariale. 5% de salaire et 2% de prime. Voilà, et 3 000 à 6 000 euros de prime cette année. Est-ce que c'est un bon accord? Il n'est pas suffisant pour ceux qui étaient en grève. Ils l'ont dit, ils ont continué. Mais je vous fais remarquer qu'il n'y aurait pas eu du tout d'accord s'il n'y avait pas eu de grève.
Alors ça, c'est très contesté. Par exemple, quand on écoute Laurent Berger, il dit, je ne crois pas que ça soit quand même quelqu'un qui ne défende pas les travailleurs, il dit c'était une grève préventive. Tout le monde savait que les négociations allaient s'ouvrir, elles avaient été avancées de 3 mois, tout le monde savait que Total était sous une pression médiatique importante parce qu'ils avaient fait, comme vous l'avez souligné, de très beaux profits cette année. Et donc, en fait, il n'y avait pas du tout besoin de bloquer. Ça avait été dit d'ailleurs pendant les auditions de la mission Flash de la Commission des Finances. Le PDG de Total avait dit nous négocierons avec nos salariés et nous ferons en sorte qu'ils bénéficient des... Ça vous conviendrait comme moi que c'est normal que Laurent Berger, dont le syndicat dans l'énergie n'avait décidé de ne pas faire grève, explique que ça ne servait à rien de faire grève, puisque le syndicat de l'énergie CFDT n'était pas pour la grève. Mais on peut imaginer, donc il y a quand même une critique qui est légitime de soulever. Est-ce que ce n'était pas une grève préventive? Est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre de voir le résultat si l'entreprise n'avait pas lâché ce qu'il fallait? Ce que je constate, est-ce qu'il ne fallait pas faire la grève après? Dans les secteurs où il n'y a pas de grève, ces augmentations, ne serait-ce que pour récupérer l'inflation, elles ne se font pas. Donc moi, je regarde un peu ce qui se passe ou ce qui ne se fait pas. Total n'avait pas claironné sur tous les toits qu'ils allaient augmenter les salaires du personnel de Total à hauteur de 5% avec 2% de prime avant la grève. Donc non, je ne crois pas. Je pense que Total a été mise sur la pression, a lâché du lest. Moi, je pense, mais j'ai aucune envie de cotiser à une division syndicale. Donc, je n'ai pas envie d'aller de plus loin, mais je pense que ça aurait été mieux encore que tous les syndicats fassent grève et je pense qu'ils auraient eu les 10% d'augmentation de salaire. Ça n'a pas été le cas, mais moi, je pense que les accords qui ont été faits doivent beaucoup au fait qu'il y a eu l'occupation des raffinés. D'accord. Les chefs d'entreprise doivent s'interroger sur la décence de leur salaire, puisqu'on parle du salaire du patron de Total. C'est ce que nous dit Bruno Le Maire. Est-ce que vous lui demandez, au-delà de cette déclaration-là, d'aller un peu plus loin? C'est clair. Bruno Le Maire, ça fait maintenant 1 an, 2 ans même que je l'entends dire ça. Il voit bien qu'il n'y a pas d'effet, il voit bien que spontanément, justement, ça ne se fait pas. Bon, quand c'est le cas, dans ces cas-là, il faut prendre des mesures. Vous faites quoi, voilà? Par exemple, nous, on est pour faire en sorte que dans une même entreprise, il n'y ait pas des salaires qui soient 20 fois égales, 20 fois supérieurs au salaire le plus bas. Voilà. Et ce n'est pas une méthode, ce n'est pas tellement révolutionnaire, c'est que c'est une proposition de l'Organisation des syndicats européens, dans laquelle la CFDT fait partie, qui propose ça et qui aurait quelque chose de très vertueux parce qu'un chef d'entreprise ou un cadre dirigeant, s'il veut s'augmenter, il faut en sorte d'augmenter aussi les salariés qui sont au plus bas de l'échelle. Par exemple, voilà, c'est une proposition. Est-ce qu'Éric Coquerel, il faut aujourd'hui, pour faire face à l'inflation, indexer les salaires sur l'inflation? Est-ce que vous pensez que c'est... Oui. Oui. Et vous ne craignez pas que ça débouche sur la fameuse boucle prix-salaire, c'est-à-dire que les entreprises confrontées, là, vont avoir toutes leurs factures d'électricité qui vont exploser puisque les contrats se renouvellent, vont tout d'un coup devoir augmenter à hauteur de l'inflation leurs salariés, donc vont répercuter ça sur la hausse des prix, donc les salariés vont à nouveau demander des hausses des salaires. J'entends bien cette logique, mais moi je pense qu'il y a Je vous sens dubitatif cette logique. Oui, je suis dubitatif sur cette logique, parce que ça, c'est un peu le discours des libéraux pour ne pas le faire. Mais ce que je constate... C'est ce qu'on a constaté dans les années 70-80 aussi. Oui, mais enfin, dans les années 70-80, le partage de la plus-value, c'est-à-dire de ce qui est dégagé par une entreprise, était beaucoup plus en faveur. Il y avait plus d'inflation, mais c'était beaucoup plus en faveur du monde du travail que du capital. Voilà, c'est aussi la logique. Donc, c'est pour ça que François Mitterrand a désindexé les salaires? Non, mais oui, mais c'est pas pour ça qu'il l'a fait. Je pense que c'était une erreur de le faire à l'époque. D'accord. On peut, si vous voulez, je vais schématiser. On peut estimer que ce n'est pas le cas quand vous avez une inflation très très faible. Mais quand vous avez à nouveau une inflation forte, le problème, c'est que si vos salaires ne suivent pas, de toute façon, à un moment donné, ça touche quand même ce qu'on appelle la consommation populaire. Et la consommation populaire, qu'on le veuille ou non, c'est quand même ce qui soutient l'économie. Bon. Donc si vous ne faites pas ça, je veux dire, vous avez une espèce de conséquences et de coûts pour l'économie globalement. Ça veut dire que votre pronostic, c'est que l'inflation, elle est structurelle, elle n'est pas temporaire, parce que le pari du gouvernement, c'est de créer un bouclier le temps que les prix de l'énergie se remettent à baisser, et puis espérer qu'après on revienne dans un régime ce qu'on voit sur le gaz d'ailleurs, ce qu'on voit sur le prix du gaz aussi d'ailleurs, qui a baissé. Vous pouvez faire un petit replay, parce que tout est enregistré à l'Assemblée nationale, c'est bien, mais lors de la commission des finances qui avait de début juillet, des premières commissions des finances, Bruno Le Maire, je me souviens, avait expliqué que l'inflation allait revenir après avoir... Là, elle était à son pic et qu'elle allait redescendre à 2% l'an prochain. Bon, vous savez comme moi que ça ne va pas être le cas. Fin 2023, oui.
Voilà, ça ne va pas être le cas. Donc je ne sais pas si elle est structurelle. En tout cas, à mon avis, on est parti pour plusieurs années avec une inflation forte. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est la crise que nous connaissons, elle est structurelle. Elle n'est pas liée seulement à la guerre en Ukraine, pour aller vite. Je comprends bien, M. Coquerel, mais dans un contexte, alors vous dites qu'il faut indexer les salaires et en plus vous rajoutez donc 100 milliards de dépenses. Est-ce que vous ne craignez pas que dans un contexte inflationniste, quand on augmente les dépenses et puis qu'on indexe les salaires, eh ben on ne fait que nourrir l'augmentation de la consommation. D'abord pour le climat, on peut se demander dans votre logique si c'est vraiment très bon. Et puis par ailleurs, ça ne fait que nourrir l'inflation. Donc est-ce que le risque, c'est pas de pousser la Banque Centrale Européenne à encore plus serrer les robinets, remonter les taux et déclencher la récession? Vous avez raison de souligner que la politique de la Banque Centrale Européenne pourrait être positive ou négative. Ça, c'est vrai. Elle a un mandat, c'est une inflation de 2%. C'est son mandat. Enfin, vous remarquerez comme moi qu'à certains moments, elle est sortie en dehors de son mandat. Par exemple, elle n'avait pas le mandat, ça lui était même interdit par les traités, et heureusement qu'elle l'a fait, de faire en sorte que les États, que les banques centrales prêtent directement aux États pendant le Covid, et non pas continuer à emprunter sur les marchés. Donc elle est pragmatique, la Banque centrale. Théoriquement, elle n'est pas pragmatique, mais il y a un moment donné, quand ce système d'offre et de compétitivité, qui a la particularité qu'à chaque fois qu'il a une crise, on est obligé de l'abandonner parce qu'il est incapable de gérer les crises, du coup, elle a bien fait de faire ça. Mais je reviens à la question sur les dépenses publiques. Vous savez comme moi que lors de l'après-crise du subprime en France, la seule raison pour laquelle la France n'est pas rentrée en récession, c'est parce que les dépenses publiques ont soutenu l'économie. Le marché privé était rentré en récession, et ce qui a permis de tenir, en gros, c'est les commandes de l'État, pour aller vite. Bon. Donc, je vous réponds, je crois que par rapport, encore une fois, à faire fonctionner, je vous donnerai les exemples, pour fonctionner l'économie, je crois que le fait d'avoir des dépenses publiques qui, justement, évitent l'effet récessif qu'il peut y avoir au moment où l'économie est en berne, est à mon avis positif. Et très souvent, on a été les seuls à ne pas le comprendre par le passé. Deuxièmement, vous remarquez que nos investissements, par exemple à hauteur de 100 milliards, une grande partie est liée sur la bifurcation écologique. Par exemple, passer à 700 000 logements isolés par an au lieu des 60 000 isolés partiellement que nous avons connus l'an dernier. Si vous décidez ça, vous mettez de l'argent. Mais qui va travailler là-dedans? Vous avez des entreprises du BTP, des entreprises qui sont sur les secteurs de l'énergie. Donc, ça va faire marcher l'économie. Autrement dit, vous avez un cercle vertueux où vous investissez et vous... Personne ne conteste que rénover les logements, ça soit un cercle vertueux. Le problème, c'est si vous mettez massivement 9 milliards d'euros comme vous voulez faire, comme il n'y a pas la filière des artisans, etc. Rappelez-vous, quand il y avait un crédit d'impôt sur les fenêtres, le crédit d'impôt sur les fenêtres, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait doubler le prix des fenêtres. C'est clair. Mais donc en même temps, il faut une vraie politique très rapide de relance de la formation. Il faut une politique qui, au lieu de faire ce qu'on va faire maintenant, va affaiblir les lycées professionnels, au contraire les renforce, etc., etc. Oui, il faut faire tout ça en même temps. Mais ça, j'allais dire que c'est le désarmement de l'État pendant 30 ans de néolibéralisme qui nous pénalise. Il faudra le faire en même temps. Dernière question, juste, on a les taux d'intérêt sur la dette française à 10 ans qui sont maintenant à 3%. Si je comprends bien, avec la NUPES, la réduction des déficits n'est pas la priorité. Est-ce que vous ne craignez pas un scénario un petit peu à la Liz Truss au Royaume-Uni? Et avec la NUPES, on aurait un déficit de combien, sachant qu'on aura au mieux 5% de déficit fin 2023? Justement, à partir du moment où on prévoit plus de recettes pour l'État, vous l'avez vous-même pointé tout à l'heure. Plus de dépenses aussi. Oui, mais d'accord, mais on prévoit aussi plus de recettes. On va les chercher, on l'assume. Alors voilà, on va les taxer le capital alors qu'il a été depuis des années détaxé de plus en plus. Donc on va prendre cet argent et on va le mettre en recettes, ce qui fait que ça ne va pas augmenter considérablement les déficits. Et selon nos calculs même, à partir du moment où vous embauchez par exemple des fonctionnaires, où vous mettez de l'argent dans les salaires, où l'État investit et fait fonctionner l'économie, ça rentre en cotisation, ça rentre en impôts, et donc du coup en plus ça baisse aussi les déficits, bien plus que le font les libéraux, dont je vous ferai remarquer que c'est eux, leur politique est appliquée aujourd'hui, les déficits explosent. Donc non, c'est pas... L'idée de dire que la question des déficits ne doit pas être prioritaire comme j'allais dire, ligne de crête à court terme. Voilà, moi je pense que le déficit, la dette écologique est plus importante à mon avis que la dette financière, mais ça n'empêche pas qu'avec la politique que nous proposons, il y a un cercle vertueux qui s'inscrit, qui fait des rentrées pour l'État, des rentrées pour les cotisations, et qu'à terme c'est même meilleur pour les déficits. Vous ne croyez pas, Éric Coquerel, par exemple, je vois revenir sur les exonérations inefficaces de cotisations sociales, 20 milliards, revenir sur 20 milliards de CICE, qui n'est d'ailleurs plus un crédit d'impôt, mais qui est une exonération de cotisation. Est-ce que vous ne croyez pas que vos recettes additionnées ne sont pas un énorme choc sur les entreprises et sur
les personnes effectivement aisées qui ferait que peut-être à court terme, vous auriez un problème de croissance plus qu'une relance À court terme, ce que j'observe, c'est que les cadeaux mirifiques qui ont été faits aux détenteurs de capital, ça n'a pas ruisselé sur toute l'économie. C'est le moins qu'on puisse dire. La preuve, c'est qu'on se retrouve dans la situation où nous sommes. Deuxième chose, le fait d'aller à un moment donné... j'allais dire, taxer des dividendes, une accumulation de richesses pour mieux la répartir dans la société, je pense que c'est préférable d'un point de vue... Ça, c'est les exemples effectivement, que vous prenez, mais qui sont, qui sont difficiles à contester comme ça sur un plateau télé. Mais quand vous dites 30 milliards de plus d'impôts sur les entreprises, ça fait quand même beaucoup, sachant que ça s'additionne à toute la liste qui fait à la fin 30 milliards d'impôts en plus sur les entreprises. Vous oubliez de dire, par exemple, et ça va être une mission d'information que je vais lancer avec la Commission des finances, c'est que c'est une refonte totale de l'impôt sur les entreprises. Qui, par exemple, a aujourd'hui une particularité quand même extraordinaire, c'est que vous êtes une PME, vous payez environ 25% d'impôts sur les sociétés, vous êtes une des 300 plus grosses entreprises en France, vous payez environ en moyenne 17, et vous êtes des entreprises comme Total, vraisemblablement aussi Sanofi ou différentes entreprises, vous payez 0 impôt sur les sociétés. Donc oui, il faut une refonte globale, plus juste, progressive, et qui pénalisera moins les PME qui, elles, sont souvent moins, pas celles qui alimentent les dividendes et la rente capitaliste, mais qui permettent à l'économie de fonctionner. Voilà, merci en tout cas d'être passé nous voir. Donc Éric Coquerel, président LFI de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Merci Marc Vigneault, journaliste au Point. Merci à vous de nous avoir suivis. Corama est à suivre évidemment en replay. À demain pour un nouveau direct à midi sur Boursorama.